Alors, on avait parlé de cette ceinture. Voyons maintenant en contrepartie, bon, pas en contrepartie, mais quelle est la réaction des États-Unis avec les partenariats globaux pour les infrastructures et l'investissement? C'est que pour les États-Unis, les corridors de l'Obito constituent un contrepoids stratégique à la Chine parce que ça permet aussi aux États-Unis et à ses partenaires, bien sûr, d'assurer une mobilisation massive des financements, de se concentrer sur des infrastructures durables, de renforcer les alliances stratégiques et de promouvoir des normes élevées de respect d'environnement, du social et de la gouvernance. Alors, pour les États-Unis, le corridor de l'Obito est stratégique parce qu'il permet de reconfigurer les routes commerciales mondiales. C'est que si la Chine s'est imposée à l'Est, les États-Unis veulent reconfigurer des choses à l'Ouest pour contrer la prédominance chinoise au niveau de l'Afrique de l'Est. Mais aussi, ce contrepoids se matérialise par la sécurisation des minerais stratégiques. Je vous ai dit que les États-Unis ont déployé beaucoup d'émissaires, en commençant par le président Joe Biden. C'est justement pour sécuriser d'abord et avant tout les minéraux qui sont extraits et qui sont exportés. Mais aussi, c'est pour renforcer l'influence occidentale dans le sud global en déployant une diplomatie des infrastructures et non une diplomatie, je dirais, politique ou armée seulement. Ça existe stratégiquement, mais vous savez qu'aujourd'hui, pour dominer, faire du soft power, il faut avoir d'abord une domination technologique et numérique, puisque le numérique et la technologie battent en brèche tous les autres aspects de gouvernance actuelle en tant qu'enjeu mondial majeur. Donc, vous verrez que les États-Unis n'ont pas baissé les bras. Ils ont financé 60 milliards de dollars que le corridor doit absorber d'ici à 2027. Mes frères et sœurs, 600 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Alors là, il faut cibler les infrastructures stratégiques, produire un effet de levier à travers les partenariats publics-privés pour valoriser en fait tous ces investissements. Et vous verrez que je vous ai même présenté un tableau aussi synthétique, comme je l'ai fait pour la Chine, ça c'est pour les États-Unis. Les partenariats globaux pour les infrastructures et les investissements ont estimé que pour mobiliser et financer les corridors de l'Obito dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires tels que les nôtres, il faudrait penser à mettre sur la table de négociation au moins 600 milliards de dollars d'ici à 2027. Il y a pour les investissements américains dans les corridors plus de 4 milliards annoncés par le président Biden qui ont déjà été décaissés ou mis à disposition. Il y a les prêts de la DFC pour le corridor qui est à 250 millions. Et là, on ne parle que de millions et de milliards. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements d'envergure. Mais aussi, les axes prioritaires, c'est qu'on vise les énergies renouvelables en développant des centres solaires et éoliennes pour réduire les gaz à effet de serre. On vise les transports durables, surtout ça, les chemins de fer modernes électrifiés pour garantir la logistique verte, diminuer les coûts logistiques, diminuer la pollution et accéder aux marchés mondiaux. Il y a tout ça. Il y a les infrastructures sanitaires, il y a les infrastructures urbanistiques durables, il y a les logements qui pourraient naître de tout ce projet-là. Mais ici, les axes prioritaires, retenez-les, ce sont les énergies renouvelables, c'est les transports durables et la connectivité numérique. Mais maintenant, quand on parle de partenariats transatlantiques et multilatéraux, c'est que les États-Unis voudraient qu'il y ait un cadre de coordination sur des projets très structurants, puisqu'il y a la brique chinoise à côté qui est structurée depuis des années, et les États-Unis voudraient, avec leurs partenaires, récupérer les leaderships coopératifs dans les Sud global, où la Chine s'est déjà imposée. Et ça, c'est une évidence. Mais aussi, il y a une coopération régionale Afrique-Afrique parce que
Les États sont d'abord africains avant les grandes puissances. Donc ça, c'est pour faciliter ou bien valoriser l'intégration économique régionale de la ZLECAf, de la COMESA et de la SADC, on l'avait déjà dit. Mais maintenant, les domaines clés ici, dans le renforcement des alliances stratégiques de ce partenariat, c'est d'abord la gouvernance. Il faut un suivi rigoureux de ce projet. Il faut des audits. Il faut lutter contre la corruption. Il faut se conformer aux standards internationaux. Et déjà, ces standards-là, ces règles de bonne gouvernance ont été adoptées par plus de 90 pays dans le cadre des infrastructures, de la transparence dans les infrastructures. Vous voyez qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Il y a les normes environnementales qu'il faut respecter, les droits humains et communautaires, la formation et l'emploi local, il y a l'alignement international aux ODD. Il faut tout ça, respecter tout cela. Alors, les corridors partent de Lobito, des Kolwezi jusqu'à Lobito. Arrivé à Lobito, qu'est-ce qui advient par la suite? Qu'est-ce qui se passe? L'itinéraire stratégique de Lobito aux États-Unis, c'est que quand on quitte de la RDC, passant par la Zambie et l'Angola jusqu'à Lobito, là, on extrait les minerais et on les achemine vers Lobito. À partir du port de Lobito, on charge les minerais dans les navires vraquiers ou dans les conteneurs destination États-Unis. Ça passe par l'Atlantique Sud, traverse l'océan Atlantique jusque dans les principaux ports des États-Unis. Du côté est, il y a les ports de Houston, de Savannah, de Baltimore, de Charleston et de Norfolk. Ce sont les principaux ports qui reçoivent les minéraux stratégiques et assurent la redistribution. Ça veut dire que l'État, le gouvernement américain, a une mainmise sur ces ports-là et assure l'acheminement vers les industries, les batteries les industries qui ont pour l'objet social la fabrication des batteries, la technologie, l'automobile ou la défense. C'est ça les routings. Maintenant, de quoi est-ce que les États-Unis bénéficient en investissant autant dans ce corridor? C'est que pour les États-Unis, il faut d'abord sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. La Chine a déjà beaucoup de partenaires, mais les États-Unis doivent aussi multiplier des partenariats. Donc, les États-Unis voudraient avoir accès direct à des minerais critiques. Et je vous garantis que les minéraux provenant de la RDC sont de très haute qualité. Et les États-Unis ne veulent pas les louper. Il faut renforcer l'influence géostratégique des États-Unis en Afrique en contrebalançant l'expansion de la Chine. Et aussi, il faut diversifier les partenaires. Vous voyez, il n'y avait que la Chine et ses partenaires. Maintenant, les pays, à travers le corridor de Lobito, ont le choix de sélectionner plusieurs partenaires et de ne dealer qu'avec les meilleurs offrants. Ça veut dire qui dit mieux, rafle la mise. Donc, quand vous êtes en face de ces mécanismes-là, on parle alors de la compétition, on parle de la concurrence loyale. Mais maintenant, les États-Unis sont aussi dans la même logique que l'Union européenne qui, elle, a mis en place les Global Gateway et la logique d'autonomie stratégique. Pourquoi? Parce que vous savez bien que le Rwanda a un contrat avec l'Union européenne. Mais comment est-ce que ça marche? Essayons de décortiquer ça quelques minutes. Alors, déjà pour l'Union européenne est dans les jeux parce que pour les mêmes raisons que les États-Unis, elle veut diversifier des sources d'approvisionnement, assurer sa présence géopolitique en Afrique et soutenir la souveraineté industrielle de l'Europe. Mais comment ça marche? Vous vous rappellerez que en 2023, il y a eu cette réunion, cet événement au niveau à Bruxelles où les chefs d'État des pays concernés ont signé au cours de ce forum global Gateway sur les chaînes de valeur
des matières premières critiques et stratégiques, ont signé des protocoles d'accord. Et ces protocoles d'accord visaient à réduire la dépendance euh, des différents acteurs à la Chine, à avoir accès sécurisé à des corridors stratégiques alternatifs en Afrique et à renforcer des relations bilatérales avec des partenaires fiables. Donc, ces corridors de Lobito est assis sur un cadre interétatique qui est réglementé. Alors, pour l'Union européenne, pourquoi il faut être en Afrique et il faut renforcer sa présence en Afrique? Mais il faut le renforcer en mettant en place des partenariats stratégiques d'égal à égal. Et c'est consécutif à la pression des Africains qui refusaient que l'Union européenne, à travers la France, vienne dicter les choses au lieu de négocier d'égal à égal. L'Union européenne ayant compris cela, privilégie maintenant une approche coopérative axée sur la création commune des projets durables. Et aussi, l'Europe voudrait avoir un contrepoids face à l'influence de la Chine et aussi à l'influence russe en Afrique. C'est pour cela que l'Union européenne a voulu aussi à son tour déployer des projets structurants à haute valeur ajoutée, notamment s'incruster dans le projet du corridor de Lobito. Alors, pourquoi on parle de la nouvelle géopolitique africaine? Parce que il y a beaucoup d'émigration régionale, il y a beaucoup d'éclatement d'États, il y a beaucoup de recompositions géopolitiques. L'Afrique ne cesse de se transformer. Alors, on va un peu expliquer cette carte. On va un peu expliquer cette carte-là. Toute la région que vous voyez ici, ce sont des régions, ça c'est l'Afrique du Nord et ça c'est l'Afrique du Sud. Ce sont les États, ces États-là ont une économie beaucoup plus tournée vers l'Europe que l'Afrique. Si vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, elle a beaucoup de transactions tournées vers l'extérieur. Même l'Afrique du Nord, tournée vers l'extérieur. La zone ici, attendez, je vais agrandir un peu l'écran. Une minute. Tous les pays du Sahel, l'Afrique centrale ici, expriment un désaveu en fait de l'Union européenne. Et l'Europe est en train de perdre du terrain dans ces États-là. Pourquoi? Parce que ce sont des États qui ont de l'uranium, qui ont des matières critiques utiles pour les industries européennes, mais le fait que l'Europe est en train de perdre du terrain, c'est très dangereux pour l'économie européenne. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent. Et ici, cette ceinture-là que vous voyez est beaucoup plus prédominée par la Chine. Et l'Union européenne, étant consciente, cherche à renverser la vapeur. Alors, ce qu'il faut pour l'Union européenne, c'est de travailler sur la souveraineté industrielle de l'Europe. C'est d'assurer la sécurité de la chaîne de valeur. Parce que l'Europe veut avoir une mainmise sur la production des batteries électriques, des technologies vertes, de l'industrie numérique et de la défense. Mais si elle ne soutient pas sa souveraineté industrielle, elle ne fera pas face à la Chine. C'est important d'y réfléchir pour ceux qui sont des stratèges européens. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne a investi et combien? Alors, ces partenariats-là, Global Gateway pour l'Afrique de 2021 à 2027, a permis de mobiliser 150 milliards d'euros pour renforcer les infrastructures énergétiques et numériques. Mais aussi, dans le cadre du corridor de Lobito, il y a 500 millions d'euros qui ont été cofinancés pour les développements ferroviaires et portuaires de l'Angola, de la RDC et de la Zambie. Donc, les différents ports ont quand même reçu, les différents États ont quand même reçu un peu d'argent pour leurs infrastructures respectives. Mais pourquoi le corridor de Lobito est-il stratégique pour l'Union européenne et quelles sont les stratégies mises en place par l'Union européenne? En fait, il est
stratégique pour l'Union européenne parce qu'il permet, comme aux autres concurrents challengers, d'avoir accès direct à des ressources critiques. Pourquoi? Parce que l'Union européenne vise à renforcer les infrastructures dans le domaine énergétique et numérique. Mais aussi, comme on l'avait déjà dit, c'est une alternative aux routes dominées par la Chine. Et ce cofinancement permettra de développer des infrastructures communes, portuaires ou ferroviaires. Donc, les États-Unis, l'Europe sont tous conscients qu'il faut vraiment investir pour assurer leur ancrage géopolitique durable en Afrique, parce que ça, c'est un vecteur d'influence pour eux et pour leur propre stratégie.